13 août 1944. Le général George Patton se tenait au quartier général de sa 3e armée, étudiant une carte du nord de la France. Ses forces venaient de s'emparer d'Argenteuil, une petite ville située à 15 miles au sud de Falaise. L'opportunité qui s'offrait à lui était stupéfiante. Plus de 100 000 soldats allemands étaient pris au piège dans une poche, le dos contre le nœud coulant allié. Les chars de Patton pouvaient atteindre Falaise en quelques heures et refermer complètement le piège. Puis, le téléphone sonna. C'était le général Omar Bradley avec des ordres qui allaient tout changer. « Arrêtez-vous là où vous êtes », dit Bradley. « N'avancez pas au-delà d'Argenteuil. » Patton n'en croyait pas ses oreilles. Bradley lui ordonnait de s'arrêter alors que la victoire était à portée de main. La 7e armée allemande était brisée et battait en retraite dans le chaos. Une dernière poussée suffirait à la détruire complètement. Laissez-moi aller jusqu'à Falaise et nous rejetterons les Britanniques à la mer pour un autre Dunkerque, déclara Patton. Il ne plaisantait pas. Il était furieux que Bradley l'arrête à ce moment précis. L'ordre de Bradley était définitif. La 3e armée devait s'arrêter à Argentan et attendre les forces britanniques et canadiennes, avançant depuis le nord, pour refermer l'écart à tendre pendant que les Allemands se déversaient par l'ouverture en tentant de s'échapper. Patton raccrocha et regarda de nouveau la carte. 15 miles, c'est tout ce qui séparait ces éléments avancés de la jonction avec le 21e groupe d'armées de Montgomery. 15 miles qui resteraient ouverts pendant 8 jours supplémentaires. Ce qui suivit ne fut pas seulement une erreur tactique, ce fut un désastre stratégique qui prolongea la guerre en Europe et coûta la vie à des milliers d'Américains dans des batailles qui n'auraient jamais dû être livrées. La poche de Falaise ne se forma pas par accident. Elle fut le résultat de l'entêtement allemand et de l'agressivité alliée, finissant par percer des lignes figées. Pendant 6 semaines après le débarquement, les forces alliées restèrent bloquées dans le bocage normand. Les forces britanniques et canadiennes sous Montgomery livrèrent des combats acharnés autour de Caen, tandis que les forces américaines sous Bradley progressaient mètre par mètre. Les forces allemandes tinrent chaque position jusqu'à ce qu'elles deviennent intenables. Puis le 25 juillet, l'opération Cobra fracassa les lignes allemandes à Saint-Lô. La 1re armée de Bradley, menée par le général Lightning Joe Collins, ouvrit une brèche dans les défenses allemandes. La 3e armée de Patton s'y engouffra et se lança dans une course vers l'Est et le Sud, à travers la France. Hitler prit alors la pire décision possible. Au lieu d'ordonner un repli combatif vers la Seine, il exigea une contre-attaque. Le 7 août, 4 divisions blindées attaquèrent vers l'ouest en direction de Mortain afin de couper la percée américaine. L'attaque échoua complètement en moins de 48 heures. L'échec de l'offensive de Mortain laissa les forces allemandes dans un saillant avec des armées alliées sur 3 côtés. Les forces britanniques et canadiennes pressaient depuis le nord vers Falaise. Les forces américaines contournaient depuis le sud et l'est. La poche était en train de se former. Le 12 août, plus de 100 000 soldats allemands de la 7e armée et de la 5e armée blindée étaient pris au piège dans une zone de plus en plus réduite entre Falaise et Argentan. La seule voie de retraite était un étroit corridor vers l'est, en direction de la Seine. Le maréchal Günther von Kluges, commandant les forces allemandes en France, savait que la situation était désespérée. Ses armées devaient s'échapper immédiatement de la poche ou faire face à une destruction totale. Mais les ordres d'Hitler étaient de tenir les positions et de continuer le combat. Chaque heure pendant laquelle la poche restait ouverte
permettait à davantage d'Allemands de s'échapper. Chaque jour de retard leur donnait le temps de se regrouper et d'établir de nouvelles lignes défensives. L'occasion de détruire les forces allemandes en France était en train de disparaître. La 3e armée de Patton avait parcouru plus de 200 miles en 2 semaines depuis son entrée en action le 1er août. Ses forces avaient libéré Le Mans, puis Argentan. Elles étaient antidéalement placées pour fermer la poche de Falaise par le sud. Les forces allemandes, à l'intérieur de la poche, étaient en plein chaos chasseurs-bombardiers, alliés détruisant les véhicules sur toutes les routes artillerie, pilonnant sans relâche les positions unités mêlées les unes aux autres, et communications en train de s'effondrer. Le 15e corps du major général, Wade Highslip, s'empara d'Argentan le 13 août avec une résistance minimale. Ces unités de reconnaissance signalèrent que la route vers Falaise était faiblement défendue. La 2e division blindée française et la 5e division blindée américaine étaient prêtes à avancer immédiatement. Patton voyait clairement l'opportunité si le 15e corps poussait vers le nord depuis Argentan, pendant que les forces de Montgomery avançaient vers le sud depuis Caen. Ils se rejoindraient près de Falaise et enfermeraient toute la force allemande. C'était la manœuvre d'encerclement classique dont rêve tout stratège militaire. La distance était négligeable. D'Argentine à Falaise, il y avait 15 miles de terrain ouvert. Les blindés de Patton pouvaient parcourir cette distance en quelques heures dans des conditions normales. Même en tenant compte d'une résistance allemande, cela n'aurait pris qu'1 jour ou 2, tout au plus. Mais il y avait un problème. La ligne de démarcation entre le 12e groupe d'armée de Bradley et le 21e groupe d'armée de Montgomery traversait précisément cette zone. Les planificateurs alliés avaient tracé cette frontière afin d'éviter que les forces américaines et britanniques ne se tirent accidentellement dessus. Patton ne se souciait guère des lignes tracées sur les cartes. Ce qui l'intéressait, c'était de détruire l'armée allemande tant qu'elle était vulnérable. Il dit à son état-major qu'ils avaient là une occasion unique de gagner la guerre ici même, en août 1944, et qu'ils allaient la laisser leur échapper à cause de problèmes de coordination. Patton appela Bradley et demanda l'autorisation d'avancer au-delà d'Argentan, en direction de Falaise. Il était prêt à accepter le risque de rencontrer les forces de Montgomery si cela permettait de fermer la poche. Omar Bradley se trouva confronté à la décision la plus lourde de conséquences de tout son commandement, laisser Patton avancer et risquer une catastrophe de tirs fratricides, ou bien l'arrêter et attendre que Montgomery referme l'écart depuis le nord. Bradley était fondamentalement prudent. Il avait passé l'essentiel de sa carrière comme officier d'état-major, avant de prendre un commandement sur le terrain en 1943. Il privilégiait la planification soigneuse et la coordination à l'improvisation agressive. La demande de Patton de violer l'accord de démarcation allait à l'encontre de tous les instincts de Bradley. Il existait de réelles préoccupations tactiques. Les forces américaines et britanniques utilisaient des fréquences radio et des signaux de reconnaissance différents. Si les blindés de Patton avançaient vers le nord, pendant que les forces de Montgomery progressaient vers le sud, ils pouvaient se rencontrer dans des circonstances confuses. Le risque que des chars américains tirent sur des troupes canadiennes, ou l'inverse, était bien réel. Mais la préoccupation majeure était politique. Montgomery était techniquement l'égal de Bradley dans la structure de commandement et non son subordonné. L'accord de démarcation avait été négocié entre Eisenhower, Montgomery et Bradley. Le modifier nécessitait le consentement de Montgomery. Bradley avait déjà enduré des mois de friction avec Montgomery à propos des arrangements de commandement et de la répartition des ressources. Montgomery supportait mal la domination américaine dans la campagne
et se plaignait constamment de la stratégie du front large d'Eisenhower. La relation était tendue et fragile. Si les forces américaines entraient dans le secteur de Montgomery sans autorisation, cela serait perçu comme une insulte délibérée. Montgomery protesterait auprès de Churchill. Churchill se plaindrait auprès de Roosevelt. Les conséquences politiques risquaient d'endommager l'alliance à un moment critique. Bradley prit sa décision. Il ordonna à Patton de s'arrêter à Argentan et de tenir sa position. La troisième armée n'avancerait pas au-delà de la ligne de démarcation. Les forces de Montgomery disposeraient du temps nécessaire pour refermer l'écart depuis le nord sans interférence. C'était le choix politiquement le plus sûr. Il évitait les risques de tirs fratricides, respectait la structure de commandement et les accords établis et préservait l'orgueil de Montgomery. Mais il laissait la voie d'évasion ouverte. La réaction de Patton à l'ordre d'arrêt de Bradley fut immédiate et furieuse. « Laissez-moi aller jusqu'à Falaise, et nous rejetterons les Britanniques à la mer pour un autre Dunkerque », dit-il à Bradley au téléphone. La remarque était typiquement pattonienne, agressive, maladroite, et révélatrice de son mépris pour les capacités combattantes de Montgomery. Bradley ignora la provocation et répéta l'ordre. « Arrêtez-vous à Argenteuil, n'avancez pas ». Patton plaida sa cause. Le 15e corps était parfaitement positionné. La résistance allemande était minimale. La route vers Falaise était ouverte. Chaque heure de retard permettait à davantage d'Allemands de s'échapper par l'ouverture. Une telle occasion ne se représenterait jamais. La réponse de Bradley fut politique, non tactique. Franchir la ligne sans l'accord de Montgomery créerait des problèmes. Mieux valait attendre et se coordonner correctement que foncer en avant et risquer un incident. Patton raccrocha, sachant qu'il avait perdu l'argument. Il appela ses commandants de corps et transmit l'ordre d'arrêt, avec une rage à peine contenue. La troisième armée devait s'arrêter à Argentan et attendre que Montgomery referme la poche depuis le nord. Des milliers de chars américains restèrent immobilisés le long de la route au sud de Falaise. Les équipages coupèrent les moteurs et grimpèrent sur les tourelles. Ils entendaient l'artillerie au loin. Ils voyaient la fumée s'élever des positions allemandes devant eux. La route vers Falaise était ouverte, mais ils n'avançaient pas. Ils restaient là à attendre pendant que leurs officiers expliquaient que la coordination avec les forces alliées exigeait de la patience. Les tankistes regardaient vers le nord, en direction de l'ouverture, et se demandaient pourquoi. Ils s'arrêtaient alors que l'ennemi était en fuite. À l'état-major, les officiers observaient Patton faire les 100 pas, la carte à la main. L'écart entre Argenteuil et Falaise semblait se moquer d'eux. 15 miles, c'est tout ce qu'il aurait fallu. Patton dit à son état-major qu'ils étaient sur le point de commettre la plus terrible erreur de toute la guerre. Ils allaient laisser l'armée allemande s'échapper par peur de froisser les sentiments de Montgomery. Il écrivit ce soir-là dans son journal que l'ordre d'arrêt était une erreur catastrophique. Le 15e corps pouvait facilement avancer jusqu'à Falaise et fermer complètement l'ouverture. Il en était convaincu, mais l'ordre demeurait, et il était certain que Montgomery ne refermerait pas l'écart à temps depuis le nord. La prédiction de Patton se révélerait exacte, mais sa protestation n'eut aucun effet sur la décision de Bradley. L'ordre d'arrêt resta en vigueur. Pendant que les forces de Patton restaient immobilisées, à Argentan, le 21e groupe d'armée de Montgomery était censé avancer vers le sud en direction de Falaise afin de fermer la poche par le nord. L'offensive était menée par la première armée canadienne, commandée par le lieutenant-général Henry Crérard, avec le premier corps britannique du lieutenant-général John Croker
rattachés. Il s'agissait de formations expérimentées, engagées au combat depuis le débarquement. Mais l'avance fut lente. Les forces allemandes, défendant l'épaule nord de la poche, se battaient désespérément pour maintenir ouverte la voie d'évasion. Les divisions blindées SS menaient des replis combattants, disputant chaque position avant de se retirer. Le terrain favorisait la défense. La campagne autour de Falaise était faite de bocages semblables aux haies qui avaient freiné l'avance alliée en juin et juillet. Chaque champ était bordé de talus de terre et de haies offrant des fortifications naturelles. Des canons anti-chars allemands couvraient tous les axes d'approche. La prudence caractéristique de Montgomery se reflétait dans le rythme des opérations. Les forces canadiennes progressaient méthodiquement, avec une lourde préparation d'artillerie avant chaque assaut. Les pertes étaient maintenues aussi basses que possible. Les gains se mesuraient en centaines de mètres par jour. Le 16 août, 3 jours après l'arrêt de Patton à Argentan, les forces canadiennes n'avaient toujours pas atteint Falaise. La ville tomba finalement le 17 août, mais même alors, la poche n'était pas scellée. L'ouverture, à l'est de Falaise, en direction de Chambois, restait ouverte. Les commandants alliés reconnurent le problème. Des forces britanniques, canadiennes, américaines et polonaises convergeaient toutes vers la poche qui se rétrécissait, mais la coordination était difficile. Des unités de nationalités différentes, avec des structures de commandement distinctes, tentaient de se rejoindre dans un terrain confus. Montgomery affirma plus tard que ce rythme délibéré était nécessaire pour éviter des pertes excessives et maintenir un contrôle adéquat de l'opération. Selon lui, tenter de fermer la poche trop rapidement aurait conduit au chaos. Mais cette lenteur offrit aux forces allemandes un temps précieux pour s'échapper. Entre le 13 et le 21 août, l'ouverture de Falaise resta partiellement ouverte. Durant ces 8 jours, des dizaines de milliers de soldats allemands s'échappèrent de la poche. L'ouverture elle-même se déplaça au fur et à mesure que les forces alliées avançaient depuis plusieurs directions. Ce qui avait commencé comme une brèche de 15 miles entre Argentan et Falaise devint un corridor plus étroit entre Chambois et Saint-Lambert-sur-Dives, mais elle ne fut jamais complètement fermée avant le 21 août. Les forces allemandes se déversèrent à travers cette ouverture, dans un état de désespoir. Les soldats abandonnaient leur matériel lourd et fuyaient à pied. Les officiers organisaient des actions d'arrière-garde pour retenir les Alliés, pendant que le gros des troupes s'échappait. Certaines unités conservèrent leur discipline et se replièrent en bon ordre. D'autres sombrèrent dans le chaos. La puissance aérienne alliée dévasta les colonnes allemandes. Les chasseurs bombardiers attaquaient tout ce qui bougeait sur les routes. Les véhicules détruits provoquaient d'immenses embouteillages s'étendant sur des kilomètres, avec des chevaux morts pourrissant sous la chaleur d'août et des équipements en feu emplissant l'air d'une fumée noire. Les pilotes en mission au-dessus de la poche rapportèrent qu'ils pouvaient sentir le carnage à des milliers de mètres d'altitude. L'odeur de la mort se mêlait à celle du caoutchouc brûlé et du carburant. Les conducteurs devaient contourner les carcasses de véhicules, car les routes étaient complètement bloquées. Certains roulaient sur des corps et du matériel faute d'autres passages possibles. La violence du carnage était telle que des soldats allemands abandonnèrent des véhicules parfaitement fonctionnels pour s'enfuir à pied. L'alternative consistait à rester immobile dans une colonne à l'arrêt, en attendant la prochaine attaque en rase-motte. Bouger signifiait la mort venue du ciel. Rester immobile signifiait une destruction certaine. Et pourtant,
Les Allemands continuaient d'avancer. Le maréchal Walter Model, qui remplaça von Kluge le 17 août, ordonna à toutes les unités disponibles de se frayer un passage vers l'est en direction de la Seine. L'alternative était la reddition ou l'anéantissement. La plupart choisirent de courir à travers ce corridor de mort plutôt que d'attendre d'être capturés dans la poche. Les forces polonaises combattant aux côtés des Canadiens atteignirent Chambois le 19 août. Des forces américaines de l'armée de Patton les rejoignirent à Saint-Lambert-sur-Dive. Le même jour, l'ouverture était enfin en train de se refermer, mais elle ne fut complètement scellée que le 21 août, lorsque toute résistance allemande, organisée dans la poche, prit fin. À ce moment-là, il était trop tard. Une part importante des forces encerclées avait déjà réussi à s'échapper. La question restait combien, exactement? Le nombre précis de soldats allemands ayant échappé à la poche de Falaise est débattu par les historiens depuis 80 ans. Le brouillard de la guerre rend tout décompte exact impossible. Les forces alliées capturèrent environ 50 000 prisonniers allemands à l'intérieur de la poche. Elles comptabilisèrent près de 10 000 morts allemands. Les véhicules détruits se comptaient par milliers. Les pertes matérielles étaient colossales, mais les archives allemandes suggèrent qu'entre 20 000 et 50 000 soldats réussirent à échapper à l'encerclement. Il ne s'agissait pas de soldats quelconques. C'étaient des vétérans aguerris, issus d'unités d'élite. Des éléments de la 2e division SS Panzer das Reich parvinrent à s'échapper. Des survivants de la 1re division SS Panzer Leibstandart Adolf Hitler s'en sortirent. Des éléments de la 12e division SS Panzer Hitler Jugend réussirent également à passer. C'étaient les unités les mieux entraînées et les plus fanatisées de l'armée allemande. Des divisions régulières de la Wehrmacht échappèrent elles aussi à l'encerclement en nombre significatif. La 116e division Panzer, la 2e division Panzer et la Panzerlehr comptaient toutes des survivants qui atteignirent la Seine et poursuivirent leur retraite vers l'Est en direction de l'Allemagne. Ces hommes n'étaient pas de simples rescapés. Ils constituaient le noyau de soldats expérimentés, capables de reconstruire des divisions brisées, des officiers sachant former des recrues, des sous-officiers, maîtrisant les tactiques interarmes des vétérans, qui ne paniquaient pas sous le feu. Le maréchal Model utilisa ses survivants pour établir de nouvelles lignes défensives le long de la ligne Siegfried et de la frontière allemande. Les soldats qui avaient échappé à la poche de Falaise devinrent le cœur des divisions qui livreraient la bataille des Ardennes 4 mois plus tard. La 1re division SS Panzer mènerait l'offensive dans les Ardennes. La 12e division SS Panzer combattrait dans le secteur nord. La 2e division SS Panzer participerait aux attaques dans le sud. La 116e division Panzer serait engagée dans des opérations d'exploitation. Toutes comptaient des vétérans qui s'étaient échappés par la brèche de Falaise. Toutes allaient tuer des Américains en décembre. Le 16 décembre 1944, les forces allemandes lancèrent leur dernière grande offensive sur le front occidental à travers la forêt des Ardennes. Plus de 200 000 soldats allemands frappèrent par surprise des positions américaines faiblement défendues. L'offensive fut menée par des divisions SS Panzer qui avaient échappé à la poche de Falaise 4 mois plus tôt. La 1re division SS Panzer conduisit l'attaque dans le secteur nord, appuyée par la 12e SS. Ces divisions avaient été reconstituées avec de nouveaux chars et des troupes fraîches, mais leur noyau restait constitué de vétérans de Normandie. Les forces américaines, dans les Ardennes,
subirent plus de 19 000 tués lors de la bataille des Ardennes. Les pertes totales dépassèrent 88 000 hommes. Ce fut la bataille la plus meurtrière livrée par l'armée américaine sur le théâtre européen. Beaucoup de ces Américains moururent en combattant des vétérans allemands qui auraient dû être capturés ou tués à Falaise. Les officiers SS qui planifièrent les tactiques de petites unités dans les Ardennes avaient appris leur métier en Normandie. Les équipages de Panzer qui détruisirent des Sherman américains en Belgique s'étaient échappés par la brèche en août. Le lien était direct et indéniable. Chaque soldat allemand ayant échappé à Falaise était potentiellement disponible pour combattre à nouveau. Tous ne parvinrent pas jusqu'aux Ardennes. Certains furent tués lors de la retraite vers l'Allemagne. D'autres furent envoyés sur d'autres fronts, mais suffisamment survécurent pour former des unités de combat efficaces. Patton en prit conscience durant la bataille des Ardennes, lorsque sa 3e armée fut appelée depuis la Lorraine pour secourir la 109e division aéroportée encerclée à Bastogne. En combattant à travers la résistance allemande, il nota dans son journal que de nombreuses unités qui lui faisaient face étaient des formations ayant échappé à Falaise. Il écrivit qu'il leur avait dit qu'ils auraient dû fermer cette brèche en août. Désormais, ils en payaient le prix en sang américain. La 7e division SS Panzer, qui avait combattu à Falaise et s'était échappée par l'ouverture, faisait partie des divisions rencontrées par les forces de Patton lors de la tentative de dégagement de Bastogne. Les combats furent brutaux et les pertes lourdes des deux côtés. Bradley admit plus tard que la décision d'arrêter Patton à Argentan était probablement une erreur. Dans ses mémoires, il écrivit que refermer la brèche plus tôt aurait pu raccourcir la guerre et sauver des vies sans jamais préciser combien. Il défendit publiquement son ordre d'arrêt en invoquant le risque de tirs fratricides des forces américaines et britanniques convergeant vers le même objectif avec des fréquences radio différentes pouvaient se tirer dessus par erreur. L'explication paraissait raisonnable, mais elle ne résista pas à l'examen. Sur le front de l'Est, les forces soviétiques refermaient régulièrement des encerclements depuis plusieurs directions, sans incident majeur de tirs fratricides. Une coordination adéquate et une discipline radio suffisante pouvaient gérer ce risque. Le 19 août en apporta la preuve. Lorsque les forces américaines et polonaises se rejoignirent à Chambois, il n'y eut aucune catastrophe de tirs fratricides. Des unités issues de différentes armées coopérèrent avec succès malgré la confusion du combat. Bradley savait que l'argument du tir fratricide était fragile. Dans ses mémoires de 1951, Récit d'un soldat, il reconnut que l'ordre d'arrêt était probablement erroné et admit que la brèche aurait dû être fermée plus tôt. Il s'arrêta toutefois avant de dire combien de vies américaines ce retard avait coûté. Ce que Bradley n'admit jamais par écrit, c'est que la décision était fondamentalement liée aux relations de commandement et non aux risques tactiques. Il avait choisi d'éviter une confrontation avec Montgomery au sujet des violations de frontières. Il avait privilégié l'harmonie de l'Alliance plutôt que l'opportunité de détruire l'armée allemande en France. Patton le comprit immédiatement. Ses partisans aussi. Les historiens militaires en débattirent pendant des décennies, mais les soldats morts dans les Ardennes n'eurent jamais leur mot à dire pour savoir si préserver l'orgueil de Montgomery valait leur vie. Les forces allemandes qui avaient échappé à Falaise se replièrent d'abord vers la Seine, puis vers la ligne Siegfried le long de la frontière allemande. Elles formèrent le noyau de la défense allemande qui retint les forces alliées durant l'automne et l'hiver 1944. Les combats de septembre et d'octobre
1944, furent parmi les plus sanglants de toute la guerre. Les forces américaines attaquèrent la ligne Siegfried à Aix-la-Chapelle et dans la forêt de Hürtgen. Les pertes furent effroyables pour des gains minimes. Les défenseurs allemands combattirent avec habileté et détermination. Beaucoup de ces défenseurs étaient des vétérans de Normandie qui avaient échappé par la brèche de Falaise. Ils connaissaient les tactiques alliées. Ils se battaient contre les forces britanniques et américaines depuis juin. C'étaient des soldats expérimentés, endurcis par le combat, qui ne cédèrent pas facilement. Si la poche de Falaise avait été complètement fermée à la mi-août, ces vétérans auraient été retirés de l'ordre de bataille allemand. La ligne Siegfried aurait alors été défendue par des unités de remplacement improvisées sans expérience du combat. L'avance alliée aurait pu atteindre le Rhin en 1944 au lieu de 1945. Mais cela relève de la spéculation. Ce qui se produisit réellement, c'est que les forces alliées progressèrent lentement à travers les défenses allemandes à un coût humain énorme. La guerre en Europe se poursuivit pendant 9 mois supplémentaires. Des centaines de milliers de soldats moururent des deux côtés dans des batailles qui auraient pu être évitées. Patton crut jusqu'à sa mort que l'échec de la fermeture de la brèche de Falaise avait prolongé la guerre de 6 mois. Selon lui, refermer la poche en août et aurait permis aux forces alliées d'atteindre l'Allemagne avant que les défenses allemandes ne puissent être organisées. Savoir s'il avait raison est impossible, mais la décision de s'arrêter à Argentan eut des conséquences qui se répercutèrent tout au long des campagnes de l'automne et de l'hiver. Les Allemands qui s'étaient échappés devinrent les soldats qui défendirent chaque rivière, chaque ville, chaque position fortifiée sur la route de Berlin. Les historiens débattent de la décision de la brèche de Falaise depuis 8 décennies. Les arguments suivent des lignes prévisibles selon que l'on privilégie l'efficacité militaire ou la politique d'alliance. Ceux qui défendent la décision de Bradley soulignent le risque réel de tirs fratricides entre forces alliées convergeant vers le même objectif. Les communications radio entre unités américaines et britanniques posaient problème. Les signaux de reconnaissance n'étaient pas standardisés. La confusion du combat et le terrain encaissé pouvaient facilement conduire à des erreurs tragiques. Ils rappellent aussi que les forces de Montgomery avançaient déjà vers Falaise depuis le nord. Attendre quelques jours, pour une coordination correcte, semblait raisonnable à l'époque. Selon eux, l'échec ne résidait pas dans l'ordre d'arrêt de Bradley, mais dans la lenteur de l'avance de Montgomery, une fois que Britanniques et Canadiens eurent la responsabilité de fermer la brèche. Ceux qui critiquent la décision estiment que les forces de Patton étaient idéalement placées et que l'occasion était trop précieuse pour être manquée. Le risque de tir fratricide pouvait être géré par une communication appropriée. Le véritable problème fut l'incapacité de Bradley à remettre en cause l'autorité de Montgomery sur la corde de démarcation. Il souligne que sur le front de l'Est, des encerclements similaires voyaient régulièrement les forces soviétiques fermer des poches depuis plusieurs directions, sans incident majeur de tir fratricide. Les difficultés techniques étaient surmontables si les commandants privilégiaient l'efficacité militaire plutôt que les sensibilités politiques. Les commandants allemands, interrogés après la guerre, furent unanimes. L'échec de la fermeture de la brèche de Falaise fut la plus grande erreur tactique commise par les Alliés durant la campagne de Normandie. Le maréchal von Rundstedt la qualifia d'inexplicable. Model déclara que cette évasion avait sauvé l'armée allemande de l'Ouest d'une destruction totale. Le débat se poursuit parce que les deux camps avancent des arguments valables. La prudence de Bradley était compréhensible. La frustration de Patton
était justifiée. Le résultat fut un compromis qui ne satisfit ni la logique militaire, ni la nécessité politique. L'échec de la fermeture de la brèche de Falaise prolongea la guerre durant l'automne et l'hiver 1944. Chaque semaine supplémentaire de combat signifiait davantage de pertes américaines dans des batailles qui auraient pu être évitées. En août 1944, on parlait d'une fin de la guerre avant Noël. Si la poche de Falaise avait été complètement scellée, si l'armée allemande en France avait été détruite, au lieu de s'échapper, les forces alliées auraient n'en pu atteindre le Rhin en octobre. La ligne Siegfried aurait pu tomber avant l'hiver. Au lieu de cela, des soldats américains qui auraient dû être chez eux pour Noël 1944 grelottaient dans des trous de combat dans les Ardennes. Ils affrontaient les mêmes vétérans allemands qu'ils avaient laissés s'échapper 4 mois plus tôt. Au lieu de dîner avec leur famille, ils mouraient dans la neige. De septembre à décembre se déroulèrent certains des combats les plus sanglants de toute la campagne européenne. La bataille de la forêt de Hürtgen coûta à elle seule 33 000 victimes américaines dans des combats menés au cœur de bois denses pour des objectifs stratégiques hautement contestables. Les assauts contre la ligne Siegfried coûtèrent encore des dizaines de milliers de victimes lors d'attaques contre des positions fortifiées. Ces batailles d'automne sont moins célèbres que celles des Ardennes, mais elles furent menées contre des forces allemandes, comprenant des vétérans qui s'étaient échappés de Falaise, des sous-officiers expérimentés, qui formaient les unités de remplacement des officiers, qui organisaient les positions défensives des combattants aguerris, qui ne paniquaient pas sous le feu de l'artillerie. Chaque Américain tué dans ces combats avait une famille. Chaque télégramme, envoyé par le département de la guerre, brisait des vies, à l'arrière des mères qui perdaient leurs fils, des épouses qui perdaient leur mari, des enfants qui perdaient leur père. L'effet cumulé de la prolongation de la guerre, ne serait-ce que de quelques semaines, se mesurait en milliers de tombes dans les cimetières militaires à travers l'Europe. Patton comprenait cela de manière personnelle. Il commandait les soldats qui combattirent durant l'automne et l'hiver. Il voyait les rapports de perte de chaque division sous ses ordres. Il savait que les décisions prises dans Nuktut se payaient en sang, en novembre et décembre. Bradley porta le poids de sa décision jusqu'à la fin de sa vie. Dans ses mémoires, il reconnut que la brèche aurait dû être fermée plus tôt. Il admit que l'ordre d'arrêt était probablement erroné, mais ne chercha jamais à chiffrer le nombre de vies qu'il avait coûté. Un tel calcul est impossible à établir avec précision. Ces chiffres ne concernent pas seulement la bataille des Ardennes, mais aussi les combats d'usure de l'automne qui l'avaient précédé. Le total atteint des dizaines de milliers de victimes si l'on compte toutes les pertes de septembre à décembre face à des forces allemandes qui auraient dû être capturées ou détruites à Falaise. Et chacune de ces morts avait un nom. Décembre 1944. Patton se tenait dans la neige, à Bastogne, observant ses soldats combattre des Allemands qui auraient dû être capturés 4 mois plus tôt. C'était le moment qu'il avait prédit en août, une confirmation qu'il n'avait jamais souhaitée. Ses officiers d'état-major le regardaient étudier les cartes tactiques montrant les formations allemandes, la première division SS Panzer, attaquant depuis le nord, la 12e SS Panzer, en soutien, la 2e SS Panzer, tentant de couper la route de Bastogne, toute reconstruite autour des vétérans qui s'étaient échappés de Falaise. Patton ne dit pas « je vous l'avais bien dit ». Il n'en avait pas besoin. Tout le monde à son quartier général savait ce qu'il pensait. L'ordre d'arrêt à Argentan avait conduit directement à ce moment. La décision de privilégier la politique d'alliance sur l'efficacité militaire
se payait en sang américain dans la neige glacée des Ardennes. Il écrivit dans son journal qu'il les avait avertis. Ils auraient dû fermer cette brèche en août. Maintenant, ils en payaient le prix. Mais il n'y avait aucune satisfaction à avoir eu raison. Seulement de la colère face au gâchis et de la frustration devant des soldats morts en combattant un ennemi qui n'aurait jamais dû s'échapper. Cette leçon lui avait été répétée tout au long de la guerre. Dans une guerre de coalition, les considérations politiques l'emportent sur la logique militaire. Le meilleur commandant sur le champ de bataille n'est pas toujours celui qui prend les décisions les plus déterminantes. Et ce sont les soldats qui paient le prix des compromis, imposés par les partenaires de coalition et les responsables politiques. Il porterait cette amertume jusqu'à la fin de sa vie, la certitude d'avoir vu clairement l'opportunité, d'avoir plaidé sa cause avec toute la force possible, que Bradley avait dit non, et que des milliers d'Américains étaient morts à cause de cette décision. 4 mois plus tard, n'y changeait rien, il avait eu raison. Une question demeure. Si Patton avait reçu l'autorisation d'avancer d'Argentan vers Falaise le 13 août, aurait-il pu fermer la brèche avant que les Allemands ne s'échappent? La réponse tactique est probablement oui. 15 miles de terrain, faiblement défendu, face à des divisions blindées expérimentées, avançant à grande vitesse, la brèche aurait pu être fermée en 24 à 48 heures. Savoir si cela aurait permis d'encercler la totalité des 100 000 Allemands est moins certain. Certains se seraient échappés avant la jonction. D'autres auraient été combattus pour percer l'encerclement. Mais la grande majorité, avec son matériel lourd, aurait été contrainte de se rendre. Les conséquences stratégiques auraient été majeures. Sans survivants vétérans pour reconstruire les divisions, les défenses allemandes le long de la ligne Siegfried auraient été plus faibles. La bataille des Ardennes n'aurait peut-être pas été possible sans des divisions SS Panzer expérimentées pour la mener. Mais nous ne le saurons jamais. Bradley fit son choix. Patton obéit aux ordres. La brèche resta ouverte. Les Allemands s'échappèrent, et des milliers de soldats alliés en payèrent le prix dans les batailles qui suivirent.